Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on plonge dans l'histoire incroyable de Louis de Funès, le roi incontesté de la comédie française. Avec son énergie explosive, ses grimaces légendaires et son timing parfait, il a fait rire des générations entières dans des films cultes comme Les Aventures de Rabbi Jacob ou Le Gendarme de Saint-Tropez. Mais derrière les éclats de rire, il y a une vie marquée par des luttes, des tragédies et une passion sans limite pour son article. De son enfance difficile à Courbevoie à sa gloire sur grand écran, découvrez le parcours d'un homme qui a transformé ses blessures en éclats de rire. Alors, attachez vos ceintures, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer de cette aventure hilarante et touchante. C'est parti! Le 31 juillet 1914, dans un appartement modeste de Courbevoie, une petite ville près de Paris, un bébé pousse son premier cri. On l'appelle Louis de Funès. Ses parents, Carlos Luis de Funès de Galarza et Léonor Soto Regras, sont des immigrants espagnols ayant fui Séville et la Galice pour échapper à l'opposition de leur famille à leur mariage. Carlos, descendant d'une lignée noble basque, les comtes de Galarza, est un homme fier, autrefois avocat en Espagne. Léonor, issue d'une famille aisée, porte en elle une énergie indomptable, un tempérament de feu qui marque ceux qui la rencontrent. En France, ils espéraient une vie meilleure, mais la réalité est cruelle. Carlos, incapable d'exercer son métier, devient tailleur de diamants, un travail qui offre une stabilité fragile à la famille. Leur appartement, exigu et mal chauffé, est un lieu de tension constante. Dans ce foyer, les disputes éclatent souvent. Léonor, avec sa voix puissante et ses gestes théâtraux, arpente les marchés de Courbevoie, criant après les commerçants pour obtenir du crédit. Louis, âgé de 5 ans, suit sa mère, tenant sa main, le visage rougi par la honte. Un jour, dans une épicerie, Léonor s'emporte. « Donnez-moi ce pain, ou je hurle jusqu'à ce que tout Courbevoie vous entende. » Le commerçant, intimidé, cède, glissant une miche dans son panier. Louis, caché derrière elle, observe en silence, les yeux baissés. Ces éclats publics, qu'il trouve humiliants, marquent son esprit. Plus tard, il confiera à un ami. « Ma mère était un volcan. Elle m'a appris à me battre, mais aussi à rire pour survivre. » Ses traits ou la colère théâtrale, les gestes exagérés, les éclats de voix, deviendront les piliers de son génie. Comique, des caractéristiques qu'il transformera en art sur les écrans du monde entier. Carlos, lui, rêve de restaurer la fortune familiale. Il se lance dans des projets extravagants, une affaire d'importation de tissus, un commerce de bijoux, des investissements hasardeux dans des entreprises douteuses. Chaque tentative échoue, plongeant la famille dans une précarité croissante. Louis, âgé de 8 ans, voit son père rentrer un soir, le visage défait, les mains vides. « Papa, pourquoi tu es triste ?» demandait ses grands yeux fixés sur lui. Carlos, posant une main sur son épaule, répond « La vie est un combat, Louis. Ne l'oublie jamais. » Quelques jours plus tard, Carlos disparaît. Près d'un canal à Paris, on retrouve ses chaussures, son chapeau et un mot d'adieu. Tout le monde pense qu'il s'est suicidé. En réalité, Carlos s'est enfui en Amérique du Sud, espérant y faire fortune. Il n'y trouvera que la maladie. Atteint de tuberculose, il meurt loin des siens, laissant Léonor seul avec 3 enfants à élever dans un monde impitoyable. Léonor emménage dans un appartement encore plus petit, dans un quartier populaire de Courbevoie. Les murs sont humides, le loyer en retard, et la nourriture manque souvent. Sans aide sociale, elle se bat bec et ongles pour nourrir Louis, son frère Charles et leur sœur. Un soir, alors que Louis, âgé de 10 ans, l'aide à porter un panier de légumes, elle lui dit « Louis, dans ce monde, personne ne te donnera rien. Batte-toi, ou tu seras écrasé. » Ces mots résonnent en lui, gravés dans son cœur. À l'école, ses camarades se moquent de ses vêtements usés, de son accent parfois teinté d'espagnol. Louis trouve un refuge dans l'humour. Il imite les professeurs, fait des grimaces, raconte des histoires absurdes. Un jour, dans la cour, il mime un marchand colérique, criant « Qui veut mes pommes ? Elles sont gratuites, mais empoisonnées. » Ses camarades éclatent de rire, et Louis sent qu'il a un don, celui de faire oublier les soucis, ne serait-ce qu'un instant. Un garçon plus âgé, impressionné, lui lance « Tu devrais être comédien, Louis. Tu fais rire tout le monde. » Louis sourit,
mais il n'ose pas encore y croire. À 15 ans, Louis entre au lycée Condorcet, un établissement prestigieux de Paris. Mais il n'est pas fait pour les études. Il passe ses journées à dessiner dans les marges de ses cahiers, à rêver de musique ou à imiter ses professeurs en secret. Un jour, M. Dupont, son professeur de chimie, le surprend en train de mimer un savant fou, gesticulant avec une règle comme s'il dirigeait une expérience explosive. La classe éclate de rire, mais M. Dupont, furieux, le réprimande. « Louis, tu es un clown, pas un élève. Tu ne feras rien de ta vie. » Ces mots le blessent profondément, mais il refuse d'y croire. Peu après, il est renvoyé pour indiscipline. « Tu es un échec, Louis, » lui dit un autre professeur en lui tendant ses affaires. Louis, tête baissée, murmure, « On verra. » Sans diplôme ni perspective, Louis se tourne vers la musique, sa passion depuis l'enfance. Il parle français, espagnol et anglais couramment, et son oreille musicale est exceptionnelle. Il trouve un emploi comme pianiste dans les clubs de Pigalle, le quartier bohème de Paris. Dans l'atmosphère enfumée des bars, il joue du jazz, improvise des mélodies, et commence à expérimenter la comédie. Un soir, dans un bistrot bondé, il grimpe sur le piano, feignant d'être un chef d'orchestre. Les clients rient, les serveurs applaudissent. Jacques, un vieux musicien habitué, lui dit « Fufu, tu es plus drôle que la moitié des comédiens de Paris. Tu devrais tenter le théâtre. » Louis, surnommé Fufu par ses amis, hausse les épaules, mais l'idée germe dans son esprit. Sa petite taille, son crâne dégarni, son visage ordinaire le font douter. « Je ne suis pas fait pour être une star », pense-t-il. Pourtant, ses soirées à Pigalle le forment, lui apprenant à captiver un public même restreint. En 1936, Louis épouse Germaine Carroyer à Saint-Étienne. Leur fils, Daniel, naît en 1937. Mais le mariage est fragile, marqué par les tensions et les difficultés financières. En 1939, ils se séparent, et Louis, déchiré, voit peu son fils. Il confiera plus tard à un ami. « J'ai toujours voulu être là pour Daniel, mais la vie m'a emporté ailleurs. J'espère qu'il me pardonnera. » En 1940, la Seconde Guerre mondiale éclate. Louis, âgé de 25 ans, est mobilisé, mais son physique frêle ou 1,65 m, 54 kg et des antécédents familiaux de tuberculose le rendent inapte au combat. On l'affecte à des tâches subalternes, creuser des tranchées, transporter du matériel. Dans les casernes, il divertit ses camarades. Un soir, près de la Marne, il improvise un numéro en imitant Maurice Chevalier, avec un chapeau imaginaire et une canne invisible. Les soldats rient, oubliant un instant la guerre. Un camarade, Pierre, lui lance « Louis, tu devrais être sûr. Scène, pas dans une caserne. Tu es né pour ça. » La tragédie frappe en mai 1940. Son frère, Charles, mobilisé dans le 152e régiment d'infanterie, est tué lors d'une offensive allemande à Sollertel. Louis, bouleversé, devient le tuteur de son neveu orphelin, Édouard, mais il n'a pas les moyens de l'élever. Sa tante prend l'enfant en charge. Exempté du service militaire après un diagnostic erroné de tuberculose, Louis retourne à Paris sous l'occupation allemande. Il enchaîne les petits boulots, vitrier, cireur de chaussures, gratteur de sol. Mais il revient vite à la musique, jouant du piano dans des bars pour un salaire dérisoire, parfois juste une tasse de café. Un soir, dans un bistrot de la Madeleine, il rencontre Eddie Barclay, un producteur de musique. « Louis, tu as une oreille incroyable », lui dit Eddie. « Tu pourrais être un grand musicien. » Louis hausse les épaules, mais il ne parle pas encore de son rêve secret. Devenir acteur. Les nuits à Pigalle deviennent son école. Il combine musique et comédie, faisant rire les serveurs avec ses grimaces. Soir, il improvise une chanson absurde, sautant sur le piano. « Mesdames et messieurs, voici le grand Fufu, roi du jazz et empereur des grimaces. » Le public, amusé, l'applaudit. Ces moments plantent une graine dans son esprit. Client, un producteur de théâtre nommé Marcel, le remarque et lui dit « Tu as du talent, petit. Viens me voir si tu veux essayer la scène. » Louis, intimidé, promet d'y penser. En 1942, Louis franchit une étape décisive. Il s'inscrit au cours de théâtre Simon, une école renommée. Là, il rencontre Daniel Gélin,
un jeune acteur talentueux. Lors d'une répétition, Louis joue une scène des Fourberies de Scapin de Molière. Il bondit, gesticule, exagère chaque mot avec une énergie frénétique. Daniel, impressionné, lui dit « Louis, tu as un don. Ce n'est pas classique, mais ça accroche. » Cette rencontre change tout. Daniel promet de lui trouver des rôles. Un jour, dans le métro, Louis croise Daniel par hasard. Alors que les portes se ferment, Daniel crie « Appelle-moi demain, j'ai un petit rôle pour toi. » Louis, le cœur battant, sait que c'est sa chance. En 1943, Louis épouse Jeanne Barthélemy, la secrétaire du conservatoire de jazz où il étudie. Leur premier fils, Patrick, naît en 1944, suivi d'Olivier en 1949. Jeanne devient son rock, le conseillant sur ses choix de carrière, négociant ses contrats. À la maison, Louis est autoritaire mais aimant. Patrick se souvient, papa voulait tout contrôler. Même nos devoirs. Il était agaçant, mais il nous aimait. Louis encourage Olivier à jouer dans ses films, voyant en lui un potentiel d'acteur. Un jour, sur le plateau de Fantomas se déchaîne, il lance à Olivier « Fais comme moi. Exagère tout. » Le public adore ça. En 1945, à 31 ans, Louis fait ses débuts au cinéma dans La Tentation de Barbizon. Il joue un portier de cabaret, un rôle minuscule. Lorsqu'un client lutte avec une porte, Louis lance « Eh bien, il en a eu pour son compte aujourd'hui. » La réplique, livrée avec un timing parfait, fait sourire le public. Ce n'est qu'un début, mais Louis sent qu'il est sur la bonne voie. Pendant les années suivantes, il enchaîne les petits rôles, souvent non crédités. Il joue des valets, des commerçants, des passants. Dans du Guesclin en 1948, il incarne plusieurs personnages dans le même film, passant d'un rôle à l'autre avec agilité. Un réalisateur, impressionné, lui dit « Louis, tu as une énergie unique. Continue, tu iras loin. » Les années 1950 sont une période de lutte acharnée. Louis travaille sans relâche, mais reste dans l'ombre. Il rejoint la troupe des Branquignoles, un groupe de théâtre comique, et joue aux côtés de Jean Marais et Jeanne Moreau. Son fils Olivier se souvient, papa courait d'un théâtre à l'autre, jouant dans des cafés, des cabarets, tout en donnant des leçons de piano. Il ne parlait jamais de ses difficultés, mais on voyait qu'il était épuisé. Louis doute de lui. Un soir, après une performance médiocre dans un petit théâtre, il confie à Jeanne « Je ne suis pas fait pour être une star. Regarde-moi, je suis petit, chauve, pas assez beau. » Jeanne, posant une main sur son épaule, répond « Louis, ce n'est pas ton visage qu'on aime, c'est ton énergie. Continue. » En 1956, un rôle marque un tournant. Dans La Traversée de Paris, Louis incarne Jambier, un commerçant lâche mais hilarant, défiant les Allemands avec une audace comique. Son temps à l'écran est court, mais son interprétation fait mouche. Un critique écrit « Cet homme a un visage qui raconte des histoires à lui seul. » L'année suivante, dans Comme un cheveu sur la soupe, Louis décroche son premier rôle principal. Il remporte le Grand Prix du Rire, et France Dimanche le qualifie d'acteur le plus drôle de France. La reconnaissance arrive enfin. Un soir, après une projection, un spectateur l'arrête dans la rue. « Monsieur de Funès, vous êtes un génie. » Louis, gêné, murmure « Merci, mais je ne fais que mon métier. » En 1959, Louis triomphe sur scène dans Oscar. Sa performance, pleine d'énergie et de colère feinte, captive Paris. Ah! Spectateur, émerveillé, murmure à son voisin « Cet homme est un volcan. » Oh! 1963, Pouic Pouic marque un tournant. Louis y développe son personnage. Signature, un homme irascible, gesticulant, pris dans des situations absurdes. Sa collaboration avec Jean Giraud dans Le Gendarme de Saint-Tropez et Fantomas fait de lui une star nationale. En 1967, il est au sommet. Il achète le château de Clermont, un refuge loin de la frénésie de la célébrité. Un matin, en arrosant ses roses, il confie à Jeanne « Ici, je ne suis pas une star. Je suis juste Louis, avec mes fleurs et mes rêves. » Mais Louis est un homme complexe. Sa relation avec son fils aîné, Daniel, reste distante. Daniel dira plus tard « Mon père venait me voir en secret, il me jouait du jazz, me montrait ses pas de danse, mais je sentais son absence.
J'ai appris sa mort à la radio, et ça m'a brisé. Avec Patrick et Olivier, nés de son mariage avec Jeanne, Louis est plus présent. À la maison, il est autoritaire. Patrick se souvient, il voulait tout contrôler, même nos devoirs. Il était agaçant, mais il nous aimait. Louis encourage Olivier à jouer dans ses films, comme Fantomas se déchaîne et l'homme orchestre. Un jour, sur le plateau, Olivier rate une scène. Louis, impatient, lui lance « Concentre-toi, Olivier. Exagère, fais rire. » Mais ensuite, il le prend dans ses bras et ajoute « Tu apprendras, fiston. Moi aussi, j'ai galéré. » Malgré son succès, Louis reste timide et économe. Il préfère jardiner dans son château plutôt que de rejoindre ses collègues pour des soirées mondaines. Certains le trouvent distant, mais ses proches savent qu'il est réservé. Sa vie privée est marquée par une liaison avec Macha Béranger, qui dure jusqu'à sa mort. Cette relation, discrète, ajoute une couche de complexité à son image. Un soir, au château, Jeanne lui demande « Louis, pourquoi es-tu si secret ?» Il répond doucement « Parce que le rire, c'est pour le public. Ma vie, je la garde pour nous. » En 1971, Louis travaille sur La Folie des Grandeurs, prévue avec Bourvil. Après la mort de ce dernier, Yves Montand le remplace. Louis respecte le scénario, mais improvise des moments comiques avec Montand. Un jour, sur le plateau, Montand rit et lui dit « Louis, tu es une tornade. Comment fais-tu pour avoir autant d'énergie ?» Louis répond, avec un clin d'œil « C'est ma mère, elle m'a tout appris. » Le film est un succès, mais la pression s'accumule. Lors de la reprise d'Oscar au théâtre, Louis sent la fatigue l'envahir. Il confie à un ami « Je ne peux plus courir comme avant. Le public attend tout de moi. » En 1973, les aventures de Rabbi Jacob devient un triomphe. Louis y incarne Victor Pivert, un homme d'affaires irascible, plongé dans des quiproquos hilarants. Le film, abordant le racisme et l'intolérance avec humour, touche le public. Un soir, après une projection, un spectateur l'arrête. « Monsieur de Funès, vous m'avez fait rire, mais aussi réfléchir. » Louis, ému, répond « Si j'ai fait les deux, alors j'ai réussi. » Mais la sortie coïncide avec la guerre du Yom Kippour, et Louis reçoit des menaces, nécessitant une protection policière. Un soir, rentrant chez lui, il confie à Jeanne « Je voulais juste faire rire, pas créer des ennuis. » Sa santé décline. En 1974, lors des répétitions de la valse des Toréadors, sous la direction de Jean Anouilh, Louis souffre d'hypertension et d'épuisement. Il confie à un collègue « Cette fatigue est une alarme. Il faut l'écouter. » Il abandonne un projet ambitieux, Le Crocodile, une satire sur les dictatures, pour se reposer. Un matin, au château, il dit à Jeanne « J'ai couru toute ma vie. Maintenant, je veux juste respirer. » En mars 1975, une crise cardiaque le frappe dans son appartement parisien. Transporté à l'hôpital Necker, il survit de justesse. 9 jours plus tard, une seconde crise, plus grave, le laisse affaibli. Les médecins lui ordonnent un repos strict et un régime draconien. À sa surprise, Louis accepte sans protester. Il confie à Jeanne « Pour la première fois, je me sens libre. Les soucis de box-office ne m'obsèdent plus. » Après 2 mois d'hospitalisation, il retourne à son château. Il trouve du réconfort dans le jardinage, arrosant ses roses, marchant dans les allées. Un matin, il dit à Jeanne « J'ai passé ma vie à courir. Maintenant, je veux sentir la terre sous mes doigts. » Mais l'appel de la comédie est trop fort. Fin 1975, il accepte un rôle dans L'aile ou la cuisse, avec Coluche. Sur le plateau, des médecins veillent sur lui. Coluche, admiratif, lui dit « Louis, tu es une légende. Comment fais-tu pour continuer ?» Louis répond, avec un sourire « Parce que le rire, c'est ma vie. » Il adapte son style, abandonnant les personnages agressifs pour des rôles plus mesurés. Dans La zizanie et le gendarme et les extraterrestres, il continue à faire rire. Mais son énergie faiblit. En 1980, Louis reçoit un César pour l'ensemble de sa carrière. La salle l'ovationne et il murmure, ému, « Merci. C'est vous, le public, qui m'avez fait. » Mais sa santé se détériore. Lors du tournage du
Gendarme et les gendarmettes en 1982, il est épuisé. Il rêve pourtant de nouveaux projets, une reprise d'Oscar, une adaptation de Morticole de Léon. Daudet, un film avec Chantal Goya. En janvier 1983, il assiste à Papy fait 2. La résistance au théâtre du Splendid. Sur scène, il improvise une imitation hilarante du maréchal von Apfelstrudel, faisant rire la troupe. Christian Fechner, le producteur, le trouve en forme éclatante. Louis accepte un rôle dans l'adaptation, mais demande un personnage moins exigeant pour préserver son cœur. Fechner lui dit « Louis, tu es éternel. Les jeunes t'adorent. » Louis, souriant, répond « Tant qu'il rit, je suis vivant. » Quelques semaines plus tard, Louis part en montagne avec sa famille. L'altitude l'épuise, et il retourne à Le Cellier. Le 27 janvier 1983, il se couche, terrassé par la fatigue. Cette nuit-là, une crise cardiaque l'emporte. Il est transporté à l'hôpital de Nantes, où il s'éteint à 20h30. Les journaux titrent « La France perd son génie du rire ». Plus de 3000 personnes assistent à ses funérailles à l'église Saint-Martin de Le Cellier, submergeant le petit village. Michel Galabru, en larmes, le décrit comme un frère. Louis, c'était plus qu'un acteur. C'était un ami, un feu d'artifice. Valéry Giscard d'Estaing et Jacques Lagne rendent hommage à un homme qui a fait rire des générations. Le ministre de la Culture déclare « Le meilleur hommage à Louis de Funès, ce sont les millions de personnes qu'il continuera à divertir. » Louis repose face au jardin de son château, laissant un héritage indélébile. Ses films, de La Grande Vadrouille à Les Aventures de Rabbi Jacob, continuent de faire rire le monde entier. Derrière l'acteur se cachait un homme marqué par la pauvreté, la perte et la maladie, mais animé par une passion indéfectible pour son article. Comme il le disait, le rire est la plus courte distance entre deux personnes. Louis de Funès a construit des ponts de rire, unissant des millions de cœurs à travers le monde. Son fils Olivier, réfléchissant à son héritage, dira « Papa n'était pas parfait, mais il nous a appris que le rire peut guérir bien des blessures. » Et voilà, c'est la fin de notre plongée dans la vie extraordinaire de Louis de Funès, cet homme qui nous a appris que le rire est la plus courte distance entre deux cœurs. De ses débuts difficiles à ses triomphes sur grand écran, il a laissé un héritage qui continue de nous faire rire et réfléchir. Alors, dites-nous dans les commentaires, quel est votre film préféré de Louis de Funès? La Grande Vadrouille, Rabbi Jacob, ou peut-être un autre? N'oubliez pas de liker la vidéo si vous avez aimé, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne pas rater nos prochaines histoires sur les légendes du cinéma. Merci de nous avoir regardés, et on se retrouve très vite pour une nouvelle aventure. À bientôt, et comme dirait Louis, faut que ça saute.